Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review de l'épisode 4 de la saison 3 de Foundation sur Apple TV+. Bon, la saison n'a toujours pas passé la seconde en termes d'événements, de palpitations, de palpitance, mais c'est vraiment sympa, c'est vraiment très cool. Malgré l'absence de grosses péripéties, c'est bien rythmé, je trouve que on s'ennuie pas, malgré le fait qu'il se passe factuellement pas énormément de choses, mais j'aime bien le rythme, j'aime bien la façon dont c'est écrit. De toute façon, je pense qu'on peut être pris dedans que si on regarde vraiment en étant concentré cette série, c'est pas vraiment le genre de truc qu'on regarde du coin de l'œil, on n'est pas sur Netflix quoi. Donc on va voir ça dans cette vidéo, évidemment, avant de commencer, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Un petit like évidemment si la vidéo vous plaît pour le soutien, c'est toujours très important, ça fait très plaisir. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait, avec la petite cloche, tout ça. Et sur ce, on est parti. Pour commencer, je vais encore le redire, mais ça reste quand même un des énormes points forts de cette série, c'est que c'est toujours aussi beau. En plus, là, l'avantage, c'est qu'on a commencé sur une note que j'aime bien dans la série, parce que c'est vrai que dans ce monde un peu noir, l'espace ou métallique, toujours très artificiel, entre guillemets, on a quand même des moments de verdure, de nature qui sont très sympas. Là, notamment, on a commencé avec le labyrinthe sur Trantor, avec Demerzel qui discute avec la nonne, là, machin. On a même eu sur Neo Terminus des petits moments de nature avec des petits lieux très sympas et tout, et j'avoue que ça donne un peu ça rafraîchit, ça permet de respirer, de sortir un petit peu, même si il y a quand même des endroits, même par exemple la maison de l'empereur aussi, qui est très sympa, aérée, où on peut respirer et tout, donc j'aime beaucoup ces moments-là, ça fait beaucoup de bien je trouve en termes de visuellement, de pouvoir prendre des respirations et tout, même au niveau des cadrages, on le sent que ils se permettent un peu plus de largeur et tout, même si j'aime beaucoup la mise en scène à l'intérieur, notamment quand ça touche aux empereurs et tout, avec des cadrages très puissants, surtout quand ils sont sur leur trône et tout. Et on retrouve un peu cette distance quand on est dans la nature, à l'inverse des toutes petites pièces étriquées par moment. Donc voilà. En tout cas, j'aime bien ce mélange de nature plus technologie et tout, c'est cool. Et donc l'épisode commence avec donc une conversation de Demerzel et une espèce de bonne sœur là qui de la même religion qu'elle, où qui est sa confidente du coup, où elle lui explique carrément que c'est elle du coup qui a provoqué l'attentat dans l'ascenseur orbital qu'on a vu, je crois que c'est le tout premier ou deuxième épisode de la série, où en gros ce sont ces événements-là qui vont pousser les Cléons de l'époque à laisser Seldon en gros créer la fondation et tout, parce que c'est le début du déclin de l'Empire et tout machin. Sauf qu'en fait on se rend compte que c'est elle qui a manipulé des humains et tout, qui les a armés pour qu'ils fassent cet attentat. En plus bon, il y a un côté quand même très intense au niveau de l'émotionnel, puisqu'elle nous raconte littéralement ce qu'elle a vu, la façon dont elle a vu des milliers et des milliers de gens mourir et tout, donc c'est assez intense. Demerzel de toute façon reste un personnage qui a beau être très froid, très calculateur et tout, en même temps très intense je trouve émotionnellement, comme par exemple quand elle explique justement que en faisant ça, elle a provoqué la création de la fondation, ce qu'elle pensait à l'époque être le bon choix, sauf que maintenant la fondation est leur ennemi, donc en fait elle s'est elle-même créée son propre ennemi et tout. Ça c'est cool parce que justement on aurait pu imaginer que une intelligence artificielle ferait presque comme le Radiant à tout anticiper et tout, et en fait pas du tout, ils sont autant quasiment dans la réaction, dans l'action-réaction que peut l'être un humain, même s'ils sont un peu plus logiques que nous, on est émotionnel. Donc ça j'aime beaucoup ce genre de thématique là aussi. Du coup elle a plus ou moins trahi sa mission en voulant accomplir sa mission, donc ça c'est intéressant à mettre en avant aussi. Et qui est très important aussi à soulever, c'est que elle-même, elle dit que si elle avait été encore elle-même, en gros encore la générale, l'androïde libre comme elle était avant, elle se serait associée à la fondation, peut-être même à la deuxième fondation ça se trouve, et pas du tout à l'Empire. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'elle fait des choses par sa programmation, mais elle est consciente que c'est totalement absurde, à croire qu'elle est de gauche ces dernières années, mais du coup c'est très intéressant de voir qu'il y a aussi cette opposition entre sa programmation entre guillemets et la vérité, un peu entre son cœur et son cerveau, encore une fois un problème bien de nos jours, bien actuel. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que Demerzel reste un des personnages les plus intenses et profonds je trouve, encore à l'heure actuelle, même si Gal dans cet épisode prend aussi encore un peu de profondeur et j'aime beaucoup. Toujours du côté des empereurs, on a donc mon préféré, le Cléon au jour, qui incarné par Lee Pace, qui va discuter carrément avec le premier Cléon pour un peu en savoir plus sur Mycogène, notamment l'endroit où vit la femme qu'il aime, sauf qu'il me semblait que dans l'épisode d'avant, Demerzel avait expliqué que elle lui avait effacé la mémoire, mais que les autres elle les avait tués, donc bon pourquoi pas. Le premier Cléon, il nous explique clairement que c'était un gros salopard, un monstre sans âme, qui tuait des gens juste par intérêt et tout. Par exemple là il devait faire des cadeaux à Demerzel pour qu'elle puisse faire ses mises à jour
jour ces réparations. Du coup, il a été obligé de les exterminer parce que eux, ils conservaient ça comme des reliques sacrées, machin et tout. En plus, pendant qu'ils discutent à la fin, l'autre il lui dit le rêve survit en toi. Non, il crache dessus et tout. Donc j'aime vraiment beaucoup la manière dont a été écrit cet empereur-là. Évidemment, ça donne l'idée à notre Cléon de faire pareil, mais à l'inverse, de voler un truc à Demerzel. Bon, ça, ok, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la conversation qu'ils ont à ce moment-là, où on voit vraiment une haine viscérale de Cléon pour Demerzel, celle qui est censée l'avoir élevée, sauf qu'elle avait zéro amour pour lui, zéro compassion. J'aime beaucoup les vannes qu'il lui envoie quand elle lui dit oui, mais on avait la connexion et tout, ce qui est très intéressant aussi comme concept, par exemple le fait de partager un esprit commun quand ils le veulent, donc c'est pas tout le temps en plus, donc ça c'est cool. Je pense que clairement c'est le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas de discrimination, de haine dans la même espèce en gros, parce que ils partagent le même esprit, à l'inverse de nous. Et du coup lui en réponse à ça, il lui dit oui, comme un thermostat que discute avec une chaudière, je crois, ou un truc comme ça. C'est très drôle, il la rabaisse toujours vraiment à l'objet inanimé qu'elle est censée être et tout ça. J'aime beaucoup leur relation ultra conflictuelle et tout ça. Et du coup, l'empereur va définitivement, apparemment, partir. En tout cas, il a pris sa décision. Il s'en va, malgré que sa copine soit pas là. Mais il va évidemment aller la chercher à Mycogène. Donc, il a volé l'outil. Il recontacte là son chef de la garde, tout ça pour s'en aller. Du coup, on a le truc de l'armure que je parlais la semaine dernière, où effectivement, l'armure, ce sera juste pour s'enfuir et tout. Il risque de pas y avoir de bagarre et tout. Donc, tant pis, on n'aura peut-être pas de moment de grande badassitude avec lui. Même si on y a eu un petit peu droit dans cet épisode-là, puisque on découvre, alors j'avoue que je l'avais pas vu venir, mais voilà, même si la famille avait l'air très apeurée par la présence de l'empereur, on découvre qu'en fait il bosse pour l'Empire, en tout cas il bosse pas exclusivement pour l'empereur et tout, donc trahison, il le tue, et il lui fout surtout les nanites qui étaient censés être pour sa fille normalement pour la guérir, il les fout en lui et il balance le corps machin, donc possiblement pour lui paraître, pour que ça passe pour être son corps à lui. Jusque-là, très bonne idée, même si Demerzel a clairement capté qu'il va aller chercher sa meuf à Mycogène, donc oui et non. Mais là où j'ai trouvé cette thématique très intéressante, au-delà du côté trahison, pas trahison, tout ça, c'est le concept en fait de Nanite, c'est qu'il y a des gens dans cette société, donc notamment l'empereur et probablement des puissants, d'autres très riches, qui eux ont droit à une technologie qui leur garantit la santé et la longévité, et inversement il y a des gens du commun qui eux n'ont même pas accès aux soins classiques pour certaines maladies et tout, donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, les inégalités existent et existeront malheureusement. Donc voilà, mais je trouvais pareil une thématique intéressante qu'il aurait peut-être fallu creuser, ou peut-être qu'il faudra creuser à l'avenir, on verra. Mais sur le fait que cette même si ça avait déjà été effectivement survolé dans les précédentes saisons, mais on a clairement un empire qui est ultra inégal en fait, et injuste, que ce soit justement en termes de justice machin sociale ou même justice judiciaire, mais pareil sur le plan des classes sociales, des castes et tout, c'est vraiment un beau bordel. Donc en même temps vivement que l'Empire meurt, ce qui d'ailleurs a l'air d'arriver très très vite dans cet épisode, ou en tout cas les choses là sont clairement mises en place pour que l'Empire soit presque terminado, parce que pour le coup il n'y a pas que l'empereur au grand jour qui s'enfuit et tout ça, il y a carrément aussi l'empereur au matin, puisque Gale le recontacte, on reviendra vite fait sur ce qui s'est passé avec Gale, voilà. Mais Gale en gros elle va carrément sur Trantor récupérer l'empereur et le faire s'enfuir de Trantor, du coup de la capitale, ce qui est compréhensible d'un côté et en même temps pas hyper cohérent, puisque dans quelques jours il est censé devenir l'empereur, donc ça aurait été gagné. Leur alliance aurait battu, je pense, le mulet. D'ailleurs, c'est presque à se poser la question de comment ça se fait qu'avec tout ce que Gale a mis en place, elle soit pas plus avantagée à cet instant du conflit. Mais du coup, l'empereur au matin, dans cet épisode, quitte l'Empire, lui aussi, décidément il y en a beaucoup qui ont quitté l'Empire à cet âge-là, mais lui il quitte carrément pour rejoindre la Seconde Fondation. Donc quel sera réellement l'intérêt de sa présence dans la Seconde Fondation, à part peut-être une légitimité dans les discussions, soit entre les marchands et le reste de la Fondation, mais en même temps c'est la deuxième Fondation qui rejoint, donc quel va être vraiment l'impact de l'arrivée de ce gars-là, qui n'est pas un mentaliste et tout, dans la Seconde Fondation? Est-ce que ça va permettre de calmer le jeu sur la première? Est-ce que ça va permettre de mieux négocier avec le mulet? Est-ce que ce sera un outil de négociation directement avec l'Empire pour calmer le jeu avec l'Empire? Mais encore une fois, du coup, avec 2 empereurs sur 3 qui se sont barrés, dont un, celui qui reste, qui est censé crever dans quelques jours, là on doit être à 4-5 jours maintenant de son exécution, qui va régner sur l'Empire? Et du coup ça m'amène aussi encore une fois à tout ce qui tourne autour de l'empereur au soir,
qui est censé donc crever bientôt, je me demande si au final il va pas enfin obtenir ce qu'il veut et qu'il va pas rester l'empereur, ou est-ce qu'elle va décanter d'autres clones pour les remplacer et faire comme si de rien n'était. J'en doute, je me dis que là vraiment les choses ont été mises en place de manière assez violente entre les deux fuites quasiment le même jour et l'autre qui a pas envie de laisser la place. C'est presque évident, notamment ce que j'ai bien aimé encore une fois dans cet épisode par rapport à l'empereur au soir ce coup-ci, c'est la conversation donc avec l'ambassadrice, puisqu'on voit un peu avant que ça y est, les choses se mettent un petit peu à bouger du côté de la première fondation, avec cette guerre civile annoncée entre les marchands et les autres, et on a l'ambassadrice du coup qui va reprendre contact plus activement avec l'Empire et notamment l'empereur au soir, pour notamment consulter le premier radiant. Un moment très sympa aussi, mais surtout mettre les choses en place par rapport aux marchands, peut-être par rapport aux mulets et tout. Donc c'est bien, les choses commencent enfin un petit peu à avancer aussi du côté de la première fondation. Et donc, dans leur conversation, on voit bien, elle pique pile poil où il faut. Je sais pas si elle le savait, mais en tout cas, elle a l'air de bien le connaître, donc j'imagine qu'elle le savait, mais elle tombe pile poil au bon moment, puisque à un moment, elle lui dit un truc du genre qu'il est le seul à incarner l'Empire, dans le sens à être présent et à être engagé dans l'Empire en termes de travail, parce que les autres sont absents à ce moment-là et c'est pas peu de le dire, mais du coup il se sent encore plus indispensable, encore plus responsable, et on voit que ça renforce encore plus son envie de ne pas laisser la place et de ne pas mourir, quitte même à reprendre le pouvoir. Donc je me dis qu'il y a moyen de moyenner peut-être pour lui, et donc il consulte même le premier radiant. Donc là c'est sympa de voir aussi que elle, qui ne l'a jamais vu, c'est comme si presque elle rencontrait Dieu à ce moment-là. C'est vraiment voilà, toutes ses croyances, toute sa vie est orientée vers la croyance du premier radiant de la psychohistoire, donc ça c'est très sympa à voir. Et ce qui est très très drôle, c'est de voir que la première fois qu'il essaye de l'ouvrir, il n'y arrive pas, et la manière dont lui s'en excuse et la manière dont elle surtout lui dit en mode oh mais c'est pas grave, ça arrive, prenez une minute pour reprendre vos esprits et tout, on dirait vraiment qu'il parle d'une panne sexuelle quoi. Et j'ai trouvé ça très très drôle, on dirait vraiment un couple de personnes âgées qui en gros il y a une petite panne mais t'inquiète pas, ça arrive, on va remettre ça dans 5 minutes ou au pire prends ce qu'il faut. Mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu drôle donc je me dis ça serait cool peut-être de continuer et de pas le faire crever dans 5 jours. Donc voilà, d'ailleurs les choses risquent de très vite s'accélérer parce qu'on est censé avoir la fin de l'humanité, machin, la fin de la crise dans 4 mois, et en 4 épisodes il s'est passé une semaine quoi. Donc je pense ça va très vite s'accélérer à un moment forcément si on veut qu'il y ait un peu de temps qui passe pour arriver vraiment au gros de la crise. Et du coup, comme je disais, les empereurs partent tous un peu en cacahuète, et il en reste plus qu'un qui lui aussi part en cacahuète, mais plus dans le sens où il veut garder le pouvoir alors que les autres l'ont complètement lâché, abandonné. Donc je pense que ça va être très sympa. Pareil, j'ai beaucoup aimé la petite scène finale là où on voit l'autoroute perpendiculaire à la gravité sur laquelle roule l'empereur et tout. Donc il y a quand même cette volonté de le présenter de façon badass quand même, avec son armure notamment et tout, là la moto, même le coup du flingue, tout ça. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'on ait quand même une petite explosion de badassitude épique avec ce personnage. Donc je garde espoir pour l'instant. Surtout qu'il a l'air de quand même bien se reprendre en main. Au début on avait vraiment juste un toxico baba cool qui faisait rien de ses journées, et maintenant on a un gars quand même qui prend les choses un petit peu en main et qui essaye d'avancer. Donc très hâte aussi de voir ce que ça va donner. Là on a presque pas vu le mulet, à part vite fait dans une vision de Gaal, mais surtout on a découvert que le mulet amplifiait ses pouvoirs par la musique, donc peut-être juste par l'émotion ou par je sais pas trop quel va être le vecteur qui est la musique par rapport à lui, parce que c'est même pas lui qui joue de la musique. Mais est-ce que c'est par rapport à l'émotion que fait naître la musique? Est-ce que c'est juste les ondes sonores? Mais dans tous les cas, c'est très sympa la manière dont c'est présenté et la manière dont c'est aussi explicité et tout. Surtout qu'en plus, on découvre qu'au même moment, enfin juste avant, il y a eu les jeunes, là, les influenceurs comme je les appelle, qui ont le descendant d'Obermallow qui ont enlevé le musicien du mulet. Donc déjà peut-être qu'ils lui ont amputé d'une partie de son pouvoir et tout, donc ça c'est sympa à voir. Et en plus on découvre plus tard dans l'épisode qu'ils sont carrément traqués par la fondation, parce qu'ils appartiennent à la fondation, et peut-être même par l'Empire. J'ai pas très bien compris, je vous avoue, à ce moment-là. Mais en gros on comprend qu'ils sont traqués parce que justement ils ont provoqué cet incident. Mais c'est intéressant, du coup ils vont vraiment être l'enjeu. Qui va récupérer le musicien? Qui va récupérer le témoignage de ce dont est capable le mulet, des plans plus ou moins du mulet, tout ça. Donc très très intéressant aussi. Peut-être même que ce musicien est un mentaliste et que c'est la raison pour laquelle c'est sa musique qui influence, mais en fait il est une sorte d'intermédiaire pour le mulet, ou un amplificateur pour le mulet peut-être. Donc je trouve ça toujours très intéressant d'en savoir plus. Et donc pour terminer avec Gaal, déjà on découvre que Preacher,
le gars là, de l'espèce d'espion un peu aventurier de la fondation, en fait, bosse pour la seconde fondation en secret, donc c'est très intéressant, et en même temps ça crée le lien, et ça, on comprend aussi pourquoi le mulet l'avait plus ou moins reconnu comme étant lui aussi un mentaliste. Donc oui, parce que c'est un mec de la seconde fondation qui a grandi dans la première en tant qu'espion, je sais pas quoi. Donc il a ces compétences-là. Et en plus, on comprend aussi pourquoi il avait Gal dans la tête au moment où il a rencontré le mulet, parce que c'est sa meuf. Même si on apprend que ça fait pas très très longtemps en vérité qu'ils sont ensemble. Enfin, ils ont pas passé beaucoup de temps ensemble, mais que ça fait un moment, parce qu'en fait, on comprend aussi que depuis que Seldon est mort il y a 4 ans, elle s'est réveillée à plusieurs reprises. Elle n'est pas restée réveillée puisqu'on l'a vu se réveiller, nous, à la fin de l'épisode 1. Mais voilà, elle a dû se réveiller, pareil, de manière régulière. Ce qu'on apprend, c'est qu'elle s'est réveillée 32 jours sur 4 ans. Plus ou moins, même un peu plus, puisque j'imagine qu'elle n'a pas passé tout son temps avec Preacher. Et surtout, dans ces petits moments un petit peu de tranquillité sur Ignis. C'est ça, hein, c'est Ignis, le nom sur la deuxième fondation, la planète de la deuxième fondation. Pareil, on est sur des moments très apaisés. En plus, il parle en langue des signes, donc on n'a pas de dialogue parlé. Il faut lire les sous-titres et tout ça, donc c'est intéressant, ça met une petite pause. Et surtout, on découvre le plan un petit peu de Gal. Voilà, elle a vraiment mis plein de choses en place pour cette troisième crise. Et pour le coup, comme je le disais, je trouve que malgré tout ce qu'elle a mis en place, les choses ne sont pas tant en sa faveur à ce moment-là. C'est un peu étonnant. Par exemple, le fait d'exfiltrer l'empereur. Bon, ok, j'imagine qu'il s'était fait cramer, donc dans tous les cas, elle aurait perdu son atout. Mais le fait de l'exfiltrer juste avant son couronnement, c'est un peu bizarre. Pareil, le fait que la fondation et les marchands y soient en pleine guerre, même si ça semblait inévitable. Le fait de rien avoir pu faire pour un peu empêcher ça et tout. Donc elle a anticipé beaucoup de choses, mais pas tant que ça. Pareil aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que surtout elle est toujours énormément hantée par sa vision. C'est même au-delà d'être hantée, c'est qu'elle continue à la vivre, comme si elle avait à nouveau des visions, mais toujours la même. Donc le futur n'a pas encore changé, c'est aussi ça que ça essaye de nous raconter. Et par la vision donc, de la saison 2, dans laquelle elle se fait défoncer par le mulet, tout ça, donc elle a peur. J'ai l'impression que là, pour le coup, ils ont vraiment mis le vrai visage de l'acteur, parce que dans la saison 2, il me semble que le mulet n'était pas encore interprété par le même acteur. Il faudrait que je revérifie ça, ou au pire, dites-le moi en commentaire. Mais je pense qu'il n'était pas encore casté, et puis il était dans le flou et tout, donc pour moi, il était plus maigre. Donc très peur du mulet, et très hâte, décidément, que ça avance et de voir ce que ça va donner. Et surtout, ce qui est très intéressant aussi, qui revalorise, qui relativise aussi la position par rapport à Gaal, c'est qu'en fait tous les autres sont aussi puissants qu'elle, voire même plus puissants qu'elle en termes de mentalisme. Ils ont des pouvoirs qu'elle n'a pas. Même lui, là, Preacher, il lui dit non mais moi aussi je suis mathématicien comme toi, moi aussi je sais lire dans les pensées comme toi, machin et tout. Donc très intéressant. À la fin on voit même qu'elle a la capacité là de se rendre plus ou moins invisible et tout. Donc ça fonctionne super bien. Mais on se rend compte qu'en fait tous sont plus ou moins capables de faire à peu près la même chose, voire plus, voire moins, et qu'en fait c'est pas ça, c'est plus ça, on va dire, plutôt qui la rend unique et exceptionnelle. C'est tout simplement le fait que plus ou moins elle échappe au destin, elle peut orienter le destin là où même Seldon ne peut pas le faire, là où même la psychohistoire ne semble pas capable de le faire. C'est vraiment son côté un peu élu, dans le sens où voilà, elle est un peu entre les mailles du filet, et elle va pouvoir manipuler, déplacer tout ça. Donc pareil, encore une fois, je trouve que du fait de légèrement déplacer le paradigme, notamment par rapport à Gal, son côté, voilà, elle est méga trop forte et tout, plus tant que ça, c'est plutôt la manière, enfin ce qu'elle va faire de son pouvoir et de ses compétences et de ses relations, plutôt que juste elle est méga forte, elle est méga badass et elle voit l'avenir, donc c'est cheaté. Et ça j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que les personnages cheatés souvent, ces dernières années même notamment, ça casse un peu le délire, donc voilà. Du coup, je pense avoir fait à peu près le tour. La vidéo, je pense, aura été un peu courte, effectivement. Donc n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et même à la partager, c'est très important pour le référencement, surtout quand les vidéos sont un peu courtes. J'ai une autre vidéo sympa que je me suis beaucoup amusé à faire, même si ça a demandé pas mal de boulot. J'espère qu'elle vous plaira, qui sort dimanche dans l'après-midi. Je crois que je l'ai programmé vers 16h, sur en gros la nouvelle chronologie de l'Alienverse, avec tout ce qui a été ajouté notamment par les derniers trailers des séries et films qui ont été ajoutés. Je vous spoil pas, mais je pense qu'elle pourrait vous plaire, donc allez la voir et donnez-lui de la force dimanche quand elle sort. Et pareil aussi, qui est sorti aujourd'hui, dont je vais parler je pense demain matin, le retour de Invasion aussi sur Apple TV+, donc décidément il nous régale. À chaque fois ils sortent tout un peu rapproché, c'est dommage, mais il nous régale encore en SF. J'ai pas encore vu, mais je pense que ça devrait être à la hauteur. Donc voilà, on en parle très vite, et j'espère que là aussi vous serez au rendez-vous. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!